Hello, c'est Milan d'Uncode School. Bienvenue sur notre podcast dédié aux professionnels du no-code. On y parle outils no-code bien évidemment, recrutement, productivité, entrepreneuriat et surtout bonnes pratiques pour naviguer dans cet écosystème no-code passionnant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benoît de Monteclair, cofondateur chez NCScale. Il est venu aujourd'hui nous parler de son ambition et d'un sujet extrêmement important sur les outils no-code. Je veux bien évidemment parler ici de qualité des produits sortis par les product builders. Benoît va donc nous parler bien évidemment de NCScale, mais également de son avancée dans la sécurisation, le versionning et la documentation des projets no-code afin d'arriver à une qualité toujours plus grande pour les équipes qui développent sur les technologies no-code. Chez NCScale, leur projet est clairement unique et comme tout bon product builder qui se respecte, je te conseille de regarder très attentivement leurs outils afin d'améliorer tes projets. Sans plus attendre, ça démarre et je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Uncode School Session. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Benoît de Monteclair, qui est du coup le CEO de NCScale. Et je vais vous le dire, aujourd'hui, je suis hyper content en fait finalement de le recevoir parce que on va parler technique. Effectivement, tous les autres podcasts n'étaient pas forcément sur de la technique. Là, on va parler d'un outil qui possiblement va avoir un très très gros impact sur les outils no-code et on va parler surtout de sujets qu'on entend malheureusement trop peu aujourd'hui sur le no-code. On va parler de maintenabilité, on va parler de versionning, on va parler de documentation et de plein d'autres sujets qui, à la base, n'ont pas forcément l'air très très sexy et qui pourtant, je peux vous le dire, sont absolument essentiels à faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait des professionnels du no-code. Et donc, je suis très content de te recevoir, Benoît, aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Eh ben écoute, super. Et salut Milan, du coup, parce que je suis hyper content d'être sur ce podcast. Lorsque tu l'as lancé, c'était à mon avis une très bonne idée. Donc, très content de pouvoir y participer maintenant. Bah, trop bien. Je suis très content de te recevoir parce que, effectivement, je pense que ça, c'est très important. C'est venu, en fait, je trouve, ça vient depuis quelques temps, mais cette professionnalisation, oh là, je vais y arriver, cette professionnalisation du no-code, c'est quelque chose qui, je trouve, est en train un petit peu de prendre son envol. Et toi, tu fais vraiment partie, en fait, des quelques acteurs qui ont vraiment décidé de faire en sorte de professionnaliser ce domaine en passant par les bonnes pratiques. Parce qu'en règle générale, on parle plutôt professionnel du no-code. Donc moi, je les appelle en fait plutôt des product builders et ça semble être une étymologie qui semble être partagée par pas mal d'autres personnes. Mais il s'avère qu'effectivement, c'est souvent en fait la professionnalisation passe surtout par les éditeurs. Et toi, tu as choisi en fait une autre version en passant par les bonnes pratiques. Donc c'est ce dont on va parler en fait aujourd'hui. Donc c'est hyper cool. Mais avant qu'on démarre effectivement sur cette belle aventure qui est NCScale, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Benoît de Monteclair, donc je suis un entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 16 ans. À l'époque, j'avais monté un service d'hébergement web qui est monté jusqu'à 500 clients et j'ai revendu ça en passant mon bac. Voilà. Et c'est juste pour vous expliquer que après j'ai voulu faire ça tout le temps. Après, je suis passé dans une mutuelle où j'ai fait de la transformation. Attends, juste pour revenir, tu as monté un service d'hébergement à 16 ans. C'était quoi l'optique en fait pour revenir avant qu'on soit sur ton aventure, mais c'est hyper intéressant cette aventure entrepreneuriale. À 16 ans, globalement, on a surtout envie d'aller en soirée. Toi, tu avais déjà envie de monter une boîte, donc ça c'est déjà complètement ouf. Et en plus de ça, une boîte plutôt assez technique, parce que c'était il y a combien de temps à peu près ? C'était en 2006, donc effectivement, D'accord. c'était il y a 15, il y a 16 ans. Et ouais, non, mais en fait, en gros, c'est que je suis pas développeur. Et du coup, j'ai vraiment toujours été un geek et fan d'innovation, etc. Et lorsque j'ai vu à l'époque que Free faisait des D-Box, c'était le service d'hébergement, enfin, c'était les serveurs dédiés de Free à l'époque. Et j'avais juste envie d'avoir ça. Après, je m'en foutais, mais du coup, le fait de l'avoir, il fallait le rendre rentable. Et du coup, je me dis, comment on rend rentable un serveur? Autant faire un service d'hébergement. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, à l'époque, c'était à l'époque où il y avait OVH et tout ça qui était encore tout petit, quoi. Et voilà. Et C'est bref. une aventure ensuite qui a duré combien de temps à peu près ? C'était de 2 ans. 2 ans, après, j'ai passé mon bac et j'ai revendu parce que je me faisais pirater, en fait. C'est un bon truc vers la sécurité. Mais effectivement, vu que je suis pas développeur ou autre, j'ai vraiment été sensibilisé très vite à la sécurité. Et donc, j'ai préféré revendre ça à quelqu'un qui était un autre hébergeur. Et Ok. du coup, qui a pris le serveur et qui a repris les choses en main. Et voilà. Donc, non, c'est vrai que la sécurité, ça joue très vite, quoi.
D'accord. Donc, on va pouvoir faire des liens assez facilement ensuite avec NC Scale. Et du coup, donc, au sortir de ton bac, tu revends quand même ta première boîte. Voilà, après, c'est pas une Bien joué. revente énorme, hein, mais c'est juste que voilà, c'est juste plutôt une session rapide, quoi, on va dire. Et après, j'ai rejoint une mutuelle dans la transformation digitale. Et là, j'ai fait du Zapier, en fait, assez tôt. En fait, Zapier a été lancé en 2013, hein, on le dit pas Ouais. souvent, mais c'est il y a hyper longtemps, quoi. Et du coup, j'ai appris, enfin, j'ai fait du Zapier avec une mutuelle très tôt. J'ai mis des automations en place, etc. Après, j'ai quitté la mutuelle parce que j'avais envie de redevenir un peu entrepreneur. Et je me suis associé pour monter Digirox, qui est un cabinet de recrutement sur les métiers du digital. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et c'est pendant cette expérience que on a voulu refaire tout notre système interne de gestion des candidats et des clients et du matching. Et en fait, on n'avait aucun ATS. Donc un ATS, c'est un outil de gestion des candidatures qui faisait exactement ce qu'on voulait, etc. Et c'est là où je me suis mis à Bubble. Au début, juste pour faire un essai sur un formulaire. Et 6 mois après, on voulait sous-traiter en fait toute la partie tech. Et en fait, on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on avait. Et donc, j'ai tout fait en Bubble. Et il y a une grosse décision à un moment, c'est les gars, est-ce qu'on fait ça en code ou en no-code? Et boum, à un moment, on a dit, OK, c'est pas grave, on y va, on tente le no-code. Et finalement, pendant 4 ans, on a fait ça. Ok. Tu t'es pas dit à l'époque, ça m'intéresse quand même, parce que au moment où tu t'y es mis, ça devait vraiment être les débuts de Bubble. Tu t'es pas dit, on va prendre un dev pour faire ça, on va embaucher un dev, puis c'était votre métier chez Digirox quand même, Alors, pour on le ne coup. faisait pas Donc, du recrutement de développeurs. On faisait que tout ce qui était digital hors développeur. Ah, Donc, ok, d'accord. on n'avait pas une facilité à trouver des développeurs. En revanche, on pouvait sous-traiter. Et du coup, on voulait faire sous-traiter à une grosse agence. Mais en fait, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop compliqué de passer de ton cahier des charges à ce que la personne comprend chez eux. Après, la personne chez eux qui comprend doit le faire en code et le dire au développeur. Et du coup, toute cette chaîne-là, tu perds énormément de valeur. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est en seulement, je sais pas, en seulement une semaine, j'ai fait l'équivalent de ce qu'eux avaient fait en un mois de travail à 4. Mais c'est normal, on ne peut pas tellement leur reprocher, c'est juste la manière de faire qui fait que c'est en 2014. C'est hyper Ok. vieux, Bubble. Du coup, ok, je croyais 2016, donc my bad. Ah, ou peut-être 2016, hein, mais pour moi, c'est vieux. Enfin, attends, il faut absolument qu'on vérifie. Tu iras voir. Attention, on a une vérification en live de savoir en fait si Bubble, en quelle année ça a été fait. Ah, Attends, je regarde ça. Bubble. même pas où on Euh, peut aller voir ça. je pense. Attends, en live. Alors, ça, le problème, c'est qu'ils sont pas forcément hyper bien référencés Ouais, sur c'est Bubble. ça. Non, mais peut-être Et sur Wikipédia, peut-être. tac, tac, tac. Moi, dans mes souvenirs, c'était 2016. Bon, écoute, on va pas le trouver. C'est 2012. 2012, en 2012, c'est bien ça. En 2012. Ok. C'est avant Zapier, quand même, il faut le dire. D'accord. Ok. Là, effectivement, j'étais bien loin du compte. Ok. Donc, toi, tu as découvert ça. Donc, tu disais en 2018, c'est ça? Oui, voilà. Ok. Et après, du coup, on a. Comment t'as trouvé? Parce que ça, du coup, c'est quand même. Ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes de savoir un peu comment tu t'es mis au no-code, parce que Head Geek, je pense qu'on va bien en parler avec NC Scale après. Head Geek ne suffit pas. Donc, comment t'es rentré dedans, en fait? Parce que t'as pas fait d'études d'ingénieur Non. particulièrement, pas plus En de fait, code que ça. voilà, non, mais j'ai fait un parcours commercial, mais j'ai fait une terminale S. J'ai avant tout été effectivement dans la partie plus, enfin, je suis plus mathématique que langue. Mm. Et du coup, le fait d'avoir monté un service d'hébergement web, tu as aussi toutes ces logiques de monter un blog sur WordPress. Bien Donc, sûr. il y a toute la logique de base de données, etc. Donc, en fait, c'était assez facile de basculer. Mais comment j'ai découvert Bubble? Je pense que c'est par Product Hunt que je suis depuis très longtemps. Et du coup, j'ai dû voir un clone de Airbnb fait en no-code. Et je crois que je suis tombé sur zéro code à l'époque. Et je ne Ouais. comprenais pas ce que c'était zéro code. Je me suis dit, mais est-ce que c'est eux qui font l'outil ou pas, etc. Enfin, c'était très flou. Et après, j'ai compris que zéro code était sur une techno qui s'appelait Bubble. Et là, j'ai compris que c'était Bubble, la vraie techno. Et j'ai dû créer un petit formulaire pour m'amuser dessus. Et après, je suis parti tout de suite. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai demandé à un freelance sur le forum de m'aider effectivement sur le sujet. Et du coup, tu postes un forum, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, etc. Et on a commencé comme ça. Et du coup, Ok. Et j'imagine que c'était un Américain, parce que à cette époque-là, en eh France, bien, c'était quoi la communauté française, en fait? figure-toi que c'était Matt Mazega de Mais Tinso. non, génial. D'accord, ok. Voilà, c'est trop drôle. Et Bon, du coup, j'espère bien après, l'avoir dans le podcast. Parfait. ouais, carrément. Et du coup, après, c'est eux qui ont pris le relais
sur Digirox, où en fait, on a bossé à chaque fois en binôme. Eux, ils faisaient une partie et moi une autre. Et c'est eux qui m'ont beaucoup aidé sur la création de l'ERP chez Digirox. Trop bien. Et du coup, vous êtes resté pendant 4 ans avec Avec du cette Bubble. solution custom Bubble. C'est ça, exactement. Après, je me suis séparé de mon associé et j'ai vendu mes parts et j'ai monté du coup cet autre projet maintenant, NC Scale. Ok. Entre-temps, un side project fait en Bubble et c'est pendant cette création de ce side project en Bubble que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire sur le no-code parce que en fait, le fait de repartir à zéro sur du Bubble, bah déjà, ça fait du bien parce que après 4 ans d'apprentissage où tu as mal appris, etc., fait n'importe comment, repartir à zéro, c'est un bonheur. Et du coup, bah, j'ai vu plein de mauvaises pratiques que j'avais faites. Et je me suis dit, OK, il y a plein de trucs qui sont pas connus, il faut absolument le dire. Et c'est là où je me suis lancé dans la création donc, de Code Noack, de ce plugin Ok. de sécurité pour Bubble. Et voilà, mais là, je commence à présenter N6Scale. Non, mais c'est très bien. Tu vas être parfait sur les transitions. Effectivement, c'est un peu le moment où effectivement on va partir sur NC Scale. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait quelle est la problématique que tu essayes de faire. De ce que je comprends, en fait, c'est que tu as démarré avec Bubble, mais l'objectif de NC Scale, c'est d'être beaucoup plus large que ça. C'est quoi l'objectif de ton projet, de votre projet, puisque visiblement tu n'es pas tout seul? Alors N6Scale, vraiment, donc je suis associé du coup avec Kevin maintenant, Kevin Janicki qui est le CTO. C'est lui au départ qui avait fait le plugin Bubble de cybersécurité, de sécurité No Code No Hack. Et au départ, c'était simplement un freelance, hein, donc j'avais un freelance et je le payais pour faire le plugin. Et en fait, on s'était hyper bien entendu. Et du coup, ça a matché tout de suite. Et l'objectif de N6Scale est effectivement beaucoup plus large. En fait, je vois vraiment le no-code aujourd'hui comme étant un avantage compétitif. Ça veut dire que maintenant, on ne choisit pas le no-code parce qu'on manque d'argent, mais parce qu'on veut aller plus vite. Ok. Je pense qu'il faut s'arrêter un peu sur cette phrase-là parce que ça va tout changer. C'est-à-dire qu'une boîte qui a de l'argent ne va pas forcément prendre des développeurs. Et elle va se dire, tiens, je vais prendre des développeurs plus peut-être des no-codeurs pour aller plus vite sur un sujet, etc. Ou parce que c'est simplement, on arrive à faire une itération plus rapide. Donc, je vais être plus proche de mes clients. Donc, par rapport à une autre boîte qui ne fait pas du no-code, bah, je vais aller beaucoup plus vite. Et du coup, bah, je vais prendre le marché, tout simplement. Et donc, quand tu sais ça, bah, en fait, on se dit que ceux qui vont faire du no-code vont pas juste être des gens qui veulent faire des tests ou des MVP ou simplement des produits qui sont jetables. Et on rentre dans une phase où le no-code doit vraiment être un produit sur le long terme. Alors après, évidemment, le no-code peut être encore utilisé je pense que 95% de son usage, ça reste des tests et des MVP et des produits jetables. Je pense moins que ça. Je vais être un peu plus positif où je vais voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est de moins en moins, en tout cas sur la partie MVP et juste des applications jetables. Et je pense que de plus en plus, la croissance est en train de montrer que les applications sont en train d'être de plus en plus professionnelles sur le sujet. Exactement. Donc, non, mais c'est bien que cette proportion, effectivement, augmente, hein, ceux qui font du no-code sur le long terme, du coup. Euh, et, euh, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, effectivement, donc notre ambition, si finalement les personnes qui font du no-code de manière pro sur le long terme le font de plus en plus, elles vont avoir besoin, finalement, des mêmes bonnes pratiques que dans le code. Parce qu'elles le font pas pour s'amuser. Elles le font pas. Elles le font avec une équipe où il y a 5 personnes derrière, où il y aura de la maintenabilité. Il faudra faire attention à la sécurité, comment on documente tout ça. Et en fait, ils arrivent dans le code et ils se disent, OK, j'ai mes bonnes pratiques du code, comment j'applique là? Et en fait, ils se retrouvent un peu sans possibilité de le faire bien. Ils le font. Ils arrivent quand même à appliquer des bonnes pratiques, mais c'est très compliqué. Et Mais du coup, finalement, toi, tu as identifié le profil de développeur, là, ce dont tu es en train de me parler, d'un développeur, d'une développeuse qui switcherait sur une techno no-code. La réalité, c'est que j'ai quand même aussi l'impression qu'il y a aussi un autre type de profil qui, lui, pour le coup, a démarré visiblement sur Bubble comme toi, sans être forcément développeur en fait à la base, et démarre sur l'outil en question. mm. Donc du coup, tu as Mais deux personnages, j'imagine. sauf qu'il sera rattrapé très vite par ses équipes techniques. C'est-à-dire que dans la boîte, je pense à Conto, par exemple. Conto,
ils ont effectivement une équipe de dev, une équipe de no-codeurs, et ils demandent la même exigence de qualité, de documentation et de maintenabilité, etc., à leur équipe de no-code. Et donc, Ok. les product builders chez eux Mm. doivent appliquer les mêmes pratiques que dans le code. Et en fait, ces bonnes pratiques, elles ont été établies depuis longtemps. En fait, le code existe depuis très longtemps. Les bonnes pratiques et le Git est arrivé assez tardivement, en fait. Euh, et aujourd'hui, finalement, c'est les mêmes méthodes et il n'y a pas besoin d'inventer de nouvelles méthodes. Il faut juste réussir à mieux les appliquer et à rendre ces bonnes méthodes plus accessibles. Alors, avant qu'on démarre un peu plus sur le produit, est-ce que tu peux présenter, peut-être pour l'audience qui ne serait pas forcément toujours ultra technique, comment ça se passe pour un développeur quand aujourd'hui, il doit en fait versionner une application, il doit documenter une application. Comment ça se passe déjà? Bah, aujourd'hui, ce qui se fait très souvent, c'est de faire un Notion, en fait, c'est de faire une documentation écrite, hein, assez Non, manuelle. de la part d'un développeur en fait. Oui, Pour le coup. de la part d'un développeur, il Ouais. passe forcément par, effectivement, quelque chose d'écrit. De ce que j'ai vu, en tout cas, parmi tous ceux qu'on interroge, tu as le développeur qui va faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire sur un Notion. Il va expliquer tout ce qu'il fait, il documente et il explique, il fait des release notes qui sont en fait un petit texte qu'il écrit avec Mm. une date, avec une note de version, etc., sur son Notion, donc de manière très textuelle. Et tu as le développeur un peu plus avancé qui, lui, va carrément versionner sa propre documentation. Et en fait, il va faire des exports un peu de ses scénarios, de sa structure Airtable, etc. Et il va la mettre à jour à chaque fois qu'il fait une modification. Ok. Et Tu es parti un tout petit peu plus. Ma question était plus sur un développeur en fait aujourd'hui hors no code. Comment est-ce que lui il pardon, documente pour faire le parallèle en fait excuse-moi. avec justement le produit que vous êtes en train de construire. En On y effet, reviendra sur après ton persona. oui, tu as raison, effectivement. Et le versioning dans le développement aujourd'hui, ça se fait avec Git ou avec SVN. Je pense que ça existe plus beaucoup, mais en gros, c'est des outils qui permettent de versionner le code. Et comment ça se passe? C'est une comparaison de texte entre deux fichiers, simplement. Et du coup, lorsque tu mets en production, tu vas faire une sauvegarde de l'ensemble des modifications faites dans tous les fichiers de ton projet. Et ce qui fait que si un jour tu veux revenir sur une version ou voir ce qui s'est passé à telle date, eh bien, tu peux aller voir exactement quel était l'état d'avant et après telle mise en production avec une interface très visuelle, notamment grâce à GitHub, qui permet de voir le fichier avec des lignes rouges lorsqu'elles sont supprimées et des lignes vertes lorsqu'elles sont ajoutées, et orange, il me semble, si c'est modifié, euh, ou bleu. Et voilà, enfin, c'est vraiment, ça permet simplement de stocker toutes les modifications. Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà de documenter ton code et de versionner toutes les différences. Et après, en termes de documentation, ça reste encore une fois très textuel, où là, tu dois écrire des choses de base. Donc, tu fais une documentation technique. Tu peux utiliser soit des outils comme Gitbook qui te permet d'intégrer directement ta doc dans ton code. Et du coup, tu versionnes en fait tout ça comme des fichiers de code. Et au moins, tu restes entièrement dans ton projet, dans tes interfaces très, très textuelles, et tu sors pas de là, quoi. Donc, tu versionnes à la fois ton code et tu écris ta documentation en texte, en général en Markdown, pour que tout soit bien lisible sur tous les supports. Voilà. Ok. Donc, si je résume, aujourd'hui, un développeur, bon, c'est quelque chose que je connais puisque avant de faire du no-code, finalement, j'étais développeur avant. La manière, en fait, dont toi, tu présentes ça et ce qui est finalement la bonne manière, en fait, dont aujourd'hui, on travaille en tant que développeur, c'est qu'on utilise un outil qui s'appelle Git ou GitHub. GitHub qui est finalement une version en ligne, en fait, de Git, dont le principe en fait est de noter les différentes versions qu'on va avoir et ensuite de pouvoir pusher, donc de pouvoir déployer les versions qu'on a réalisées sur ce Git dans une version, dans un environnement soit de staging, donc de pré-production, soit dans un environnement de production. Et ça, donc ça c'était la première des choses. Et également, il y a une documentation donc à destination des autres développeurs qui se fait effectivement sur un outil qui peut être un guidebook. Donc là, c'est une documentation vraiment plus classique où on écrit en fait ce qu'il faut. Et donc il y avait ça. Et le dernier point, c'est effectivement aussi qu'en tant que développeur, ce qui nous arrange bien, c'est qu'en règle générale, on commente dans le code lui-même. Euh,
ça, c'est pour poser un petit peu les fondations de comment travaille un développeur ou une développeuse aujourd'hui. La réalité, c'est qu'en fait, sur les outils no-code, aujourd'hui, ils fonctionnent très bien, on peut faire des choses assez incroyables. Mais en fait, ce dont vous vous êtes rendu compte avec Antiscale, c'est que visiblement, tout cet environnement-là dont on vient de parler, qui est absolument nécessaire à mettre en place lorsqu'on est développeur pour maintenir tout ça et pour passer un projet, n'existe pas du tout, ou alors très peu. C'est ça? C'est ça. Alors là, on est vraiment sur la partie versioning qui est une première étape, effectivement. Et effectivement, le souci, c'est que un projet no-code, en général, tu n'es pas sur un seul outil. Et déjà, juste ça casse tout ton plan de documentation qui est fourni par les éditeurs. Bubble a une petite bulle à côté de chaque action où tu peux mettre un petit commentaire. Sur Make, je ne sais pas s'il y a un truc là-dessus. Si. Il y a peut-être aussi une note, hein, il me semble. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça fait des choses très séparées. Et quand tu mets en production, parfois, tu n'as pas cette notion de version test et de version de production, comme typiquement sur Make où tu es tout de suite en production. Et du coup, si un jour tu fais des modifications sur à la fois ton Airtable et après Make, et que tu veux noter que tu as fait aujourd'hui une grosse modification qui touche les deux, eh bien, tu ne peux pas centraliser à un seul endroit rapidement l'ensemble des notes et l'ensemble des modifications. Ce qui fait que si un jour tu as un bug, tu vas aller voir dans le premier outil ce que tu as fait à telle date, dans l'autre ce que tu as fait à telle date, et tu vas passer à côté de choses assez rapidement. Donc voilà, l'idée, c'est de centraliser l'ensemble des modifications au même endroit pour qu'en cas de problème ou une personne qui vient après toi comprenne comment le produit s'est fait et puisse rapidement le prendre en main. Ok. On va revenir vraiment sur l'outil que vous êtes en train de développer. Donc moi, là, je suis sur le site internet et il y a plusieurs choses que vous avez envie de faire avec Antiscale. Je vais juste les citer comme ça et puis on va revenir en fait au fur et à mesure. Il y a la question du versionning, on vient d'en parler. Il y a la question de la sécurité, on l'a également rapidement abordé, notamment avec tes aventures précédentes. La question de la documentation et la question du monitoring. Donc, on va revenir un petit peu en fait sur ces différents points par la suite. Moi, j'aime bien votre catchline là, make your no-code reliable, secure and maintainable. J'aimerais bien qu'on s'arrête en fait un petit peu sur justement en fait ces mots-là, parce que je trouve qu'ils sont assez intéressants et je pense qu'ils n'ont pas été choisis en fait au hasard. Et notamment si on s'arrête au moins sur le premier, sur la partie reliable. Je suis désolé pour mon accent en fait anglais, c'est pareil. Je vais essayer de progresser sur ça. Donc en tout cas, c'est sur la question de la fiabilité. Pourquoi avoir choisi en fait ce mot-là? Alors moi, les mots, c'est un truc qui m'intéresse énormément parce que l'idée, c'est que c'est considéré aujourd'hui que le no-code, c'est pas très fiable, ou justement, je me trompe quand je te dis ça? Alors, c'est plutôt que, en général, sans bonne pratique, le no-code n'est pas très fiable parce qu'il est fait vite. Tu testes 2-3 cas d'usage et après tu dis c'est bon, c'est en prod et voilà. Résultat, tu as tes utilisateurs qui, évidemment, ne suivent jamais les cas d'usage prévus. Ils testent le truc 20 fois et ils t'envoient des messages d'erreur en disant ah, je comprends pas, ça plante, etc. Ah oui, mais parce que tu n'as pas mis un point PDF alors que c'était un point doc. Ah, parce que tu as mis un espace en trop ou tu as mis un caractère spécial dans le champ et c'est pas pris en compte. Et en fait, tu reçois tous ces messages et tous ces problèmes de la part de tes utilisateurs. Et c'est même pas toi qui détecte l'erreur. Alors, dans certains cas, tu as des outils quand même qui te préviennent qu'il y a une erreur, comme Make ou d'autres. Mais parfois même pas. C'est-à-dire que si tu vas pas chercher la liste des erreurs sur ton application, tu sais même pas qu'il y a eu une erreur. Et donc, c'est très frustrant quand tu es développeur ou quand tu es un product builder d'être alerté du problème par tes utilisateurs. Tu as envie d'être au courant avant eux. Et voire même si tu peux anticiper un problème, tu as envie de le faire. C'est un peu la question des tests. Exactement. Et le problème des tests, c'est qu'un no-codeur ou un product builder, finalement, en vrai, c'est la partie la plus embêtante. Même pour les développeurs, hein, je te rassure. Oui, et c'est pareil, exactement. Et en fait, tu couvres jamais tout, ça coûte très cher. Résultat, surtout quand on est dans un concept no-code, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite pour tester ton idée,
et ben, finalement, la partie test, tu la zappes pas mal, quoi. Et tu dis, c'est pas grave, c'est mes premiers utilisateurs qui vont en faire les frais. Et du coup, dans le code, ce problème-là a été résolu. Et donc, on va pas réinventer les choses. Et simplement, par la gestion des logs, bah, ça permet déjà de voir ce qui se passe sur ton application. Et aujourd'hui, les logs dans le no-code sont peu fiables, sont très compliqués d'accès. Parfois, il n'y en a même pas. Et c'est la base de toute application, c'est de savoir ce qui se passe sur ton appli. Et du coup, ça fait vraiment partie des logs sur finalement comprendre en temps réel ce qui se passe sur ton appli et être au courant avant tes utilisateurs qu'il y aura un bug qui va se provoquer directement. Voilà. Ok. Et donc là, on parle de l'observabilité, grosso modo. Par exemple, un exemple d'observabilité, c'est tu supprimes une colonne sur Airtable, cette colonne est utilisée ailleurs. Et ben, avant que quelqu'un lance ton scénario make qui utilise cette colonne, par exemple, eh bien, tu seras au courant avant que quelqu'un le lance, que attention, il y a un risque de problème parce qu'on voit qu'il manque une colonne, quoi. Et voilà, et ça peut se répéter dans tous les cas. Tu supprimes un champ dans ta base de données Bubble, tu rajoutes une condition qui fait tout foirer. Enfin voilà. Et l'idée, c'est cette observabilité permet de faire des applications plus fiables. Notamment encore dans la fiabilité, en fait, mais je pense qu'on peut en parler pendant 10 ans de la fiabilité du no-code. Aujourd'hui, quand tu mets en production, tu sais pas ce que tu mets en production en no-code. En fait, à part si tu ouvres à nouveau toutes tes cartes de paramétrage ou tous tes écrans Bubble ou tous tes écrans Airtable, etc., tu sais pas ce que tu as modifié précisément entre telle date et telle date. Alors parfois, c'est un peu mieux fait dans certains outils, mais parfois, vraiment, c'est le flou. Et du coup, le minimum, c'est pouvoir au moins savoir ce que tu mets en prod. Et ça évitera de mettre en prod des trucs qui sont pas terminés, que tu avais fait il y a 2 semaines et qu'à l'époque, tu n'avais pas pu le terminer. Là, après, tu as bossé sur un autre sujet, tu mets en prod et en même temps, tu mets en prod des bugs. Voilà. Ok. Alors, je suis pas forcément très name dropping en fait dans ce podcast, mais je pense que c'est important de parler en fait des différents outils déjà que vous adressez. Je trouve qu'il y a quand même quelques outils qui ont plutôt des bonnes pratiques. Moi, je retiendrai vraiment Webflow. Alors, je ne sais pas si c'est un de ceux sur lesquels vous travaillez en fait sur NCScale. Webflow a vraiment cet environnement de pré-production, cet environnement de production. Il a vraiment cette partie backup aussi qui est plutôt bien fait. Mais c'est vrai que sur d'autres outils, c'est pas quelque chose qui est forcément bien mis en évidence. Comment vous avez déterminé déjà les outils sur lesquels vous travaillez chez NCScale? Ouais, c'est une question qui n'est pas évidente. En fait, on avait 2 choix. Soit on se concentrait sur les grands outils corporate. Je pense à UiPath, à Unicork, à tous ces géants finalement du no-code qui existent en fait. Enfin, c'est plus du low-code, hein, Mendix, etc. Mm. C'est plus du low-code, mais ils ont, enfin, et surtout, ce sont des décideurs du haut de l'échelle qui prennent la décision d'aller sur tel ou tel outil comme ça. Mm. Soit on se concentre sur les outils qui sont plus accessibles et qui vont être, je pense, plus massivement utilisés partout, en se concentrant que sur ceux qui font des projets de production et pas des tests rapides. Et du coup, on a fait ce choix d'être plutôt sur la longue traîne, on va dire, du no-code. C'est un choix stratégique aussi parce que c'est-à-dire qu'on fait plutôt du bottom-up. On va passer plutôt par le bas de l'échelle pour aller remonter dans les grands groupes, etc. Et du coup, à partir du moment où on a fait ce choix-là de dire qu'on fait la longue traîne du no-code, eh bien, on a pris les plus populaires, mais les plus populaires des outils qui sont les plus utilisés par les PME, par les scale-up, etc. Donc, Ok. des outils quand même qui sont assez avancés. Et notamment, du coup, forcément du Airtable, du Make, du Bubble, du Zapier également, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dessus. Parce que maintenant, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont passer sur Make, mais il y a encore quand même pas mal de belles boîtes qui tournent encore sur Zapier. Et peut-être que Zapier va aussi pas mal évoluer. Mais voilà, en tout cas, ce sont les 4 premiers produits qu'on adresse. Et on a très envie de faire du soft air, du glide. Mais ça va dépendre, on va dire, de l'évolution des usages faits par ces outils-là.
Parce que notre outil, il va être utilisé que par des boîtes qui veulent faire des applications de production qui sont critiques. Donc, si c'est une application pour un petit événement où il y a 30 personnes sur Glide, ça va pas du tout les intéresser. Donc, nous, on a vraiment un intérêt quand c'est critique. Du coup, comment tu détermines en fait qu'un outil il est plutôt en fait assez mûr pour créer des applications critiques en fait vous avez des critères en fait ou pas? C'est les retours de la communauté. C'est pour ça que si je suis assez présent pour voir un peu ce qui se passe dans les communautés, et en fait, tu vois assez vite quels outils sont utilisés pour faire des choses critiques. Par exemple, là, on a dans nos premiers users, on a quelqu'un qui fait un ERP pour l'aéronautique. Il le D'accord. fait sur Bubble. Donc, c'est énorme. Ça va être un outil critique où il y aura 100 personnes dessus au quotidien. Si l'appel plante, elle plante, quoi. Et ça, typiquement, s'il m'avait dit qu'il le faisait sur Glide, j'aurais dit, ah ouais, Glide, c'est pas mal. Mais OK. voilà, donc là, c'est naturellement Bubble. Euh, et voilà, ça se fait en cas d'usage comme ça. Et typiquement aussi, on parlait pas mal de sécurité des données de santé. Et sur ce sujet, du coup, bah, il y en a qui ne savaient pas sur quel outil aller. Et c'est là où XAR, par exemple, a vraiment une très belle valeur ajoutée. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas XAR Après, il y a aussi WeWeb, qui Ouais. finalement a de très beaux projets aussi en cours. Et c'est un peu encore du low-code, mais c'est une super, enfin, c'est un très beau produit, une super équipe. Et avec eux, on a vraiment envie aussi de s'intégrer. Voilà, il y a vraiment des choses qui vont arriver, mais voilà, ça dépend des cas d'usage. Donc, on prend un maximum de ce qu'on voit dans la communauté. Et c'est vrai que la veille là-dessus n'est pas facile à faire. OK, c'est finalement une veille qui est faite un petit peu à la mano finalement par Mm. toi et les équipes en fait sur qu'est-ce qui a vraiment l'air pertinent et là où on va. Est-ce que du coup avec ce versionning, puisque c'est quand même aussi ce qui a été c'est ce qui est très présent chez GitHub, est-ce que vous essayez de résoudre cette difficulté à collaborer? C'est vrai que moi, tu vois, pour enseigner chez Uncode School, pour voir ça, c'est vrai que ce métier de product builder, dans un premier temps, je vois bien que c'est un métier assez solitaire. Parce que non pas que les applications sont solitaires, mais faire du peer programming. Donc finalement, travailler ensemble sur une même application, sur beaucoup d'applications, c'est vraiment une vraie gageure en fait. Mm. C'est assez difficile à prendre en main et finalement, vu qu'il n'y a pas les bonnes pratiques, on préfère rester tout seul et documenter après et le refiler à quelqu'un, mais surtout pas travailler en même temps sur des parties différentes du code. Bien que, et j'en parlais avec une autre agence, alors c'est un cas particulier puisque c'est le cas de Bubble, et Bubble ne fait pas tous les outils non plus no code, mais visiblement, il commence à y avoir même des distinctions entre des personnes qui font du front sur Bubble et des personnes qui font du back sur Bubble. Donc Mm. finalement, on se retrouve peut-être un petit peu avec du peer programming, mais est-ce que la volonté de collaborer est vraiment au centre aussi de ce que vous avez fait ou c'est un sujet pour plus tard? Alors, c'est évidemment un truc qui est hyper important parce que le versioning, c'est savoir qui a fait quoi, à quelle date, et pour être sûr de pouvoir vérifier d'où vient le bug, et même d'un point de vue de sécurité, savoir Ouais. qui change le code, enfin qui change le no-code, c'est hyper important. Dans notre première version, là, on fait que des sauvegardes globales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier qui a fait quoi. Donc, on ne pourra pas faire ça de manière pointue. En revanche, ça permet d'éviter de mettre en prod quand il y a quelqu'un d'autre qui a bossé sur une page qui n'est pas terminée. Parce que Ok. finalement, comme tu peux comparer ce que tu as fait par rapport à ce qui est en prod, bah, si tu vois des pages qui ont été modifiées alors que c'est pas toi qui l'as fait, tu dis mais c'est bizarre, j'ai jamais été sur cette page, bah, ça fait une alerte. Et du coup, tu peux aller contacter finalement l'autre en disant est-ce que tu as terminé, est-ce que je peux mettre en prod? Oui. Et hop, tu mets en prod. Mais voilà. Et du coup, il n'y a pas d'inconnu lorsque tu mets en prod. Et ça, c'est vraiment le truc qui rend ton app plus fiable. Et le nombre d'apps no code qui plantent parce que tu mets en prod trop rapidement, c'est énorme. C'est clair. Après, même en Euh, code, hein, tu me diras, mais bon. oui, alors oui, mais en règle générale, c'est vrai que les bonnes pratiques en code, c'est des choses que tu apprends en fait vraiment dès le départ. Et je pense que la vraie difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est la suivante, c'est qu'il y a des nouveaux outils qui arrivent et on a beau prendre des bonnes pratiques qui viennent du code, la réalité c'est que les outils sont pas faits exactement de la même manière et il y a nécessairement des adaptations à faire. Mais en plus d'avoir des adaptations, on est quand même à un moment en 2022 finalement où il n'y a pas encore des pratiques qui sont gravées dans le marbre
Et donc, il reste des choses à inventer. Parce que ce que tu me disais, c'est que finalement, on n'invente pas grand-chose. Vous reprenez ce qui existe dans le code. Vous êtes quand même obligé d'adapter. Et Mmh. donc ça, je pense que il y a un sujet dans votre équipe sur l'UX, la manière de voir des choses. J'imagine, Mmh. vous faites, il n'y a pas une maquette et vous mettez en prod. Il y a beaucoup d'itérations. Ouais, en fait, là, tu tapes, en fait, tu tapes dans notre vision long terme. En gros, aujourd'hui, et j'en parlais avec Arthur jeudi dernier, Arthur, qui est le CTO de Softair à Berlin. Il disait assez justement qu'en fait, on est comme à l'ère du PC, mais au début, en fait. On se retrouve avec plein de possibilités et on ne sait plus J'adore ce trop moment. comment faire. Et on est vraiment dans cette excitation en mode, allez, on va partout, on s'en fiche, et après, on fera un truc un peu plus structuré, etc. Et donc, avec tous les problèmes, avec les problèmes de sécurité, avec les problèmes de documentation, avec les problèmes de fiabilité, les mêmes problèmes qu'on avait au début. Et du coup, nous, on veut travailler vraiment au fait de pouvoir créer un langage commun. Alors, un langage commun ou alors une structure, en tout cas, qui serait open source pour expliquer quelles sont les bonnes pratiques de production d'un outil no-code. Pas d'une application no-code, mais d'un outil no-code. Si on arrive à faire ça, ça permettrait d'avoir une sorte de cohérence entre tous les outils no-code et du coup de pouvoir appliquer ces bonnes pratiques du code dans le no-code de manière plus simple. Donc il y aurait moins de bidouillage, etc. Et comme nous, on fait que on n'arrête pas de creuser comment marche un outil no code. On a comparé Make avec Zapier, par exemple, et la différence est énorme. Make est bien mieux fait parce que forcément, c'est beaucoup plus récent depuis leur refonte. Et on voit bien que le bac de Zapier est bien plus fragile par rapport à Make. Et donc, nous, on peut ressortir avec tous ces insights, finalement, des bonnes pratiques de production. Qu'est-ce que tu entends par plus fragile pour le coup? Simplement que c'est moins flexible ou c'est moins facile d'accès ou par exemple l'API de Make traduit un peu comment ils ont fait derrière les choses et on Ok. voit que c'est beaucoup plus scalable. Ok. Zapier, c'est beaucoup moins facile d'accès, on n'a pas accès au paramétrage aussi facilement. Donc c'est un peu plus flou et, Ok. euh, et Make a l'avantage d'avoir lancé ça assez récemment, donc ils ont pu refaire quelque chose avec les normes du jour. Et du coup, en fait, avec tous ces retours de comment sont faits les outils no-code, je pense qu'on a une bonne place pour dire, OK, voilà ce qui se fait de bien dans les outils d'automation. Comment bien construire son outil. Pareil pour le front, pareil pour ceux qui font les trois, etc. Et du coup, si on arrive à créer une structure qui serait gratuite pour tout le monde, pour que quand tu lances ton projet no-code, tu puisses t'inspirer de ça, ton projet d'outil no-code, hein, eh bien, ça aiderait finalement à créer une sorte de norme de versioning, de documentation, de sécurité dans le no-code. Voilà. Donc, on n'y est pas encore. Pour l'instant, déjà, on va montrer l'usage, on va montrer que c'est utile, que les gens ont besoin de ça pour faire des projets no-code qui sont de qualité. Et peu à peu, on va faire des liens avec des éditeurs finalement pour réussir à montrer le bon exemple à tout le monde, quoi. L'objectif, c'est que NC Scale, ça soit intégré chez les éditeurs ou ça soit un outil type plutôt GitHub qui permette en fait soit je choisis un outil intégré type Bubble, soit un outil, soit différents outils plus avec une vision plus modulaire de mon application et là ça soit à la limite quelque chose de déporté mais sinon l'objectif c'est qu'il y ait la marque blanche en fait où vraiment NC Scale c'est enfin, tu vois, pour le dire, c'est le GitHub du no-code. En fait, c'est comme ça que je le vois, moi, mais Ouais. je ne sais pas Non, si non, j'ai ça une sera vision. pas, ça sera pas du tout en marque blanche. Ça sera plutôt effectivement le fait de pouvoir communiquer facilement Ok, sur l'état d'une application sur tel ou tel outil. ok, Et au moins, on pourra faire du versioning plus facilement. Du coup, on pourra aider les utilisateurs à mieux documenter leur code, à mieux maintenir tout un projet no-code qui s'appuie sur 5 outils différents parce que on parle le même langage. Donc, nous, on crée ce dictionnaire aujourd'hui et ce langage commun. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Mais si on veut le faire passer à l'échelle avec l'ensemble des outils no-code qui vont être créés dans le futur, il va falloir qu'on arrive à donner une sorte de structure générale qui soit la meilleure. aujourd'hui, il existe des testeurs. Je pense à ça. C'est un vrai métier, testeur. Hein, pour le coup, d'application, j'ai hâte que ça arrive. Ce moment-là, il va y avoir des testeurs d'applications no-code, pour le coup, qui seront certifiés NC Scale. Autre point qui est toujours sur votre catchline et qui est quand même
extrêmement importante parce que je pense que ça, c'est un vrai sujet sur la professionnalisation. Visiblement, je ne vais pas y arriver en fait durant ce podcast. C'est la question de la sécurité. Et tu vois, si bon, ça fait quelques années que je suis dedans, donc, mais je vais essayer de jouer un petit peu au naïf. Finalement, la sécurité des outils no-code, moi j'ai envie de dire, c'est plutôt quelque chose qui est géré donc, par l'éditeur. Pourquoi j'ai besoin, en tant que product builder, de m'intéresser à la sécurité si je paye justement en fait l'éditeur pour que ça soit sécure? Il y a un intérêt en fait? Ouais, en fait, les outils no-code sont tellement puissants aujourd'hui que, tu peux créer toi-même des problèmes de sécurité. C'est pas comme un fichier Word que tu peux pas tellement partager plus que ça. En fait, un outil no code est tellement puissant, tu peux le connecter à des API externes, tu peux, avoir une base de données, tu peux la mettre à jour, tu peux créer des automations, tu peux créer, une API pour ton app no code et cetera. En fait, ça devient une vraie application et du coup, à partir du moment où ça devient une vraie application, bah, c'est à toi de fixer tes propres sécurités. Et l'éditeur, lui, va juste gérer la sécurité de la donnée, mais sur son propre serveur à lui. C'est si on attaque son serveur, c'est pas si on attaque ton application. Et du coup, ton application, tu es le seul maître pour la sécuriser. Il n'y a pas d'autre personne qui va la sécuriser à part toi. Donc ça, c'est massif et ça m'énerve encore de voir aujourd'hui des formateurs qui disent que Bubble est sécurisé parce que c'est sur AWS ou que Airtable aussi. Enfin, il y a un moment où il faut un peu se réveiller, quoi. Et ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, nous, il y a un an, lorsqu'on a parlé des problèmes de sécurité, les formateurs, les uns après les autres, lorsqu'on allait les voir, ils tombaient des nues sur les problèmes de sécurité des applications no-code. Et du coup, je suis hyper content parce qu'en un an, là, je pense on a bien avancé sur ce sujet. Maintenant, c'est intégré dans toutes les formations no-code, j'ai l'impression, enfin, dans la plupart. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir. Et il faut que ça continue parce que finalement, chaque outil no-code apporte ces nouvelles complexités de sécurité. Je pense à Softair, par exemple, qui est un outil plus récent, mais qui est quand même très, très prometteur. Et eux, ils ont déjà, on leur a aidé sur une faille de sécurité qui permettait Ouais. d'accéder à toutes les tables de ta base de données Airtable à partir du moment où tu en connectais qu'une sur ton outil Softair. Donc ça, ils ont corrigé assez vite. Ça, c'était quand même assez incroyable. Pour ceux qui nous écoutent, la démonstration que vous aviez faite quand même à l'époque était incroyable et je trouve montrait bien à quel point la sécurité c'était important. L'outil Softair, qui est du coup un app builder en fait, dont la base de données est issue de Airtable. L'idée, c'était de connecter donc via l'API de Airtable à Softair. Et visiblement, lorsqu'on faisait apparaître une des tables d'une base, on pouvait accéder à l'entièreté de la base. Donc, c'est-à-dire que si sur cette base-là, en fait, il y avait des codes ou surtout, à la limite, en règle générale, on ne stocke pas trop des codes, mais si jamais il y a le CRM qui est également dessus, il y a moyen de récupérer tout le CRM en fait de la boîte juste avec un petit clic de droit. Donc ça, c'était quand même assez impressionnant en fait comme ça. Juste pour revenir à ça, parce que je pense que c'était une très bonne idée en fait pour lancer en fait NC Scale. Vous avez fait une part de hack, je sais pas, vous êtes fait 2-3 semaines en se disant bon allez, vas-y, on essaye de hacker le truc pour voir ce que ça donne et comme ça nous fera un peu de pub ou globalement c'était pas ça en fait l'idée? Vous Non, êtes non, tombé un c'est peu pas par hasard l'idée. dessus? Non, non, l'idée, c'est surtout d'aider. En fait, nous, on croit vraiment au no-code sur le fait que ça va aider le monde, hein. Enfin, je le vois vraiment bien plus large. On rend accessible la création du code, donc la création d'applications. Ça accélère finalement l'innovation. Ça rend même, ça donne aussi du travail dans des pays qui sont défavorisés parce que les gens se forment beaucoup plus vite sur des sujets, donc ils peuvent tout de suite devenir productifs et avoir de l'argent. Donc non, c'est vraiment, je pense que ça peut améliorer le monde clairement, le no-code. Donc notre but, c'est pas de faire peur en disant que le no-code est pas sécurisé. Et donc, on a plutôt intérêt à essayer de jouer doucement là-dessus, en éduquant le marché comme on peut, et en faisant pas peur. Donc moi, le pire des trucs que je pourrais voir, même si ça nous ferait du bien en termes de business, c'est d'avoir un énorme faille de sécurité qui sort sur le no-code en disant: «Ah là là, tous les sites Airtable ont été piratés, tant de données de santé sont dans la nature». Bah, ça ferait mal au no-code. Après, ça arrive toujours dans le code, hein, donc je pense pas que ça lui fera du mal sur le long terme, Ouais. mais mine de rien, c'est quand même dommage. Donc notre but, c'est pas de faire la une des journaux avec les hacks qui peuvent être faits.
Surtout que c'est massif aujourd'hui. Si un hacker s'intéresse au no-code, il peut faire beaucoup Ok, de mal. d'accord. Euh, je sais pas pourquoi, je pense qu'on est encore un peu isolé. Les gens, enfin les hackers s'intéressent pas encore beaucoup au no-code, mais ça va pas tarder, je pense. Même si en fait il y en a quand même beaucoup qui s'intéressent au no-code, sauf que ça n'avait pas encore beaucoup de bruit, donc tant mieux, parce qu'il n'y a pas encore, à mon avis, d'assez grandes failles qui sortent ou autres, enfin de fuites de données assez massives. C'est plein de petites données, mais c'est des données de PME, c'est des données de médecins, c'est des données, enfin en fait c'est des données hyper sensibles, mais peut-être que c'est encore en trop petit volume encore. Tu crois qu'il Euh, va y avoir une sorte de courbe à un moment donné où on va commencer à s'y intéresser? Tu sais, enfin, pour avoir fait du WordPress pendant plusieurs années, en fait, la question, en fait, de hacker des WordPress, c'était vraiment. D'ailleurs, c'était toujours un business, je crois, mais à une époque, c'était vraiment extrêmement fort dessus. Tu crois que ça, c'est un truc qui, à un moment donné, peut faire qu'il va y avoir quand même des grosses questions sur les outils no-code et finalement ce que toi t'envisages, c'est bah non, on va former en fait des gens dans un premier temps, on va leur donner un outil pour éviter justement qu'il y ait en fait ce moment-là où on ait une grosse fuite de données dessus. C'est ça qu'il faut éviter. Enfin, en gros, nous, typiquement, sur l'outil qu'on donne, on a été le premier à s'assurer que la personne était bien propriétaire de son application pour la tester. Ok. Tu peux pas tester ton appli si t'es pas. Donc déjà, ça évite ça. Alors qu'on aurait pu faire un truc ouvert à tout le monde où tout le monde peut tester les applis de tout le monde, mais c'est pas hyper sérieux là-dessus. Après, évidemment, ça peut faire parler du problème, etc. Mais bon. Et du coup, voilà, le but, c'est de faire un e-book aussi. Donc, l'e-book est gratuit lorsque la personne s'inscrit. Il y a 20 pages assez précises sur des sujets. On essaie de le mettre à jour sur certains. Enfin, voilà. Mais en tout cas, le but, c'est surtout d'éduquer sur la sécurité. Et du coup, on n'a jamais essayé de faire ça. Et surtout, c'est illégal, en fait. C'est le grey hack, en gros, où tu vas hacker des gens pour leur dire, ah, bah là, on a découvert ça. Euh, Est-ce que vous voulez corriger, quoi? Et nous, à chaque fois, lorsqu'on l'a fait, parce qu'on l'a un peu fait au début, on a dit, bah, c'est gratuit, donc si vous voulez corriger, voilà. Mais en tout cas, on vous a juste dit, faites gaffe, vous avez ça qui est visible, quoi. Parfois, les gens ne répondaient pas, parfois les gens s'en fichaient, parfois les gens nous bloquaient, ils avaient peur de nous, alors qu'en fait, on était juste en train de dire, bah, on a vu ça, voilà comment corriger, vas-y, c'est gratuit, hein, on n'est pas là pour te prendre de l'argent. Mm. Voilà, donc c'était au tout début de No Code No Hack, ça. Et je fais un peu de prospective, mais parce que tu m'y fais penser dans ce que tu dis. Tu crois que finalement, dans la spécification, aujourd'hui, on a des product builders, donc ils doivent s'intéresser à ça, mais tu vois bien je sais pas, on pourrait appeler ça des cyber product builders, en fait, qui soient en charge, en fait, plutôt de, Ouais, carrément. de cette sécurisation, en fait, des outils no-code, ou peut-être que ça serait tout simplement cyber développeur avec. Mais est-ce que ça peut être une branche à part entière ou pas? Parce que c'est vrai que si on se dit que demain, il y a de plus en plus d'applications qui sont faites avec ces outils no-code, bah, nécessairement, il n'y a peut-être pas besoin de s'intéresser à comment est-ce qu'on fait de la cybersécurité en Python ou sur un bac en Node.js ou je sais pas quoi, mais plutôt à quelles sont les bonnes pratiques sur les outils no-code. Est-ce que tu crois que ça pourrait être un métier ou finalement c'est toujours à le ou la product builder en fait de prendre ça en charge? En fait, il y a une grosse complexité avec les outils no-code, c'est que ils ont tous des fonctionnalités hyper différentes. Je pense à, par exemple, Bubble, qui, lui, en une URL, tu as accès à la donnée grâce à une data API. Softair ne le fait pas, ça, par exemple, ou Airtable non plus. Et du coup, si tu ne connais pas l'URL d'accès, par exemple, précis, tu ne sais pas que le client a activé ça, bah, tu ne peux pas savoir qu'il y a une faille, à part avoir lu toute la documentation de Bubble, après avoir toi-même fait une application no-code, parce que tu dois. Et du coup, c'est très dur pour quelqu'un qui est dans la sécurité d'être spécialiste sur tous les outils no-code. Donc, je vois plutôt effectivement des spécialités par outil no-code pour le moment. C'est encore trop effectivement le bazar pour que quelqu'un soit bon partout. Et je peux d'autant plus l'affirmer que on a audité à l'époque de No Code No Hack un, Qui un- était un- l'ancien nom de NC Scale. Oui, tout à fait. Ok. Et on avait audité effectivement une application pour une école qui était pas du tout en France. Et elle avait fait auditer son application par des gens certifiés en sécurité, mais avec des vrais certifs qui sont très, très réputés dans le monde, hein. Et ils ont trouvé aucune faille. Nous, on fait un test en 2 secondes et on voit toutes les données, les adresses de tous les étudiants, adresse postale, hein, de tous les étudiants de l'école.
Et là, tu te dis, OK. Attends, mais comment t'expliques ça quand même? Parce que c'est fou. C'est fou Ouais, quand c'est même. fou. Bah, c'est fou. Et du coup, tu te dis bah, simplement que tu peux passer à côté de choses parce que si tu n'as pas la bonne URL ou que tu connais pas l'outil, bah, si l'outil a une porte dérobée, en fait, c'est quoi une porte dérobée, hein? C'est une URL un peu cachée, bah, si tu la connais pas, bah, tu sais pas, quoi. Et Ok. du coup, tu passes à côté de choses comme ça. D'où Et ouais, finalement la spécialisation. C'est qu'au d'où bout la d'un spécialisation. moment, en fait, même si tu es très bon, enfin c'est ce que tu es en train de dire et bah, je suis content de te l'entendre dire. En tout cas, c'est assez cool pour la suite sur ce qui va pouvoir se passer. Mais c'est que tu as beau être un très bon développeur sur du code classique et connaître les failles qui peuvent arriver, la réalité c'est que tous les outils sont quand même très puissants, ils vont devenir de plus en plus puissants et par conséquent, il va falloir des spécifications soit sur ces outils ou en tout cas à minima sur ce domaine-là. Mmh. Ouais, Ok. c'est sûr. Ah, c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que les certifications par outil vont être une bonne chose pour la partie sécurité et après aussi bonne pratique et documentation, et cetera. Mais, heu, mais oui, effectivement, en tout cas, on a un exemple concret là-dessus. Donc effectivement, ça va il faut pas être simplement bon en sécurité, il faut être aussi bon en no-code, quoi. Ok. Est-ce que pour apprendre la sécurité, faut avoir quoi comme niveau selon toi? Faut déjà avoir un bon niveau de dev. Moi, Alors et justement ouais, pardon, excuse-moi, non, non, vas-y, vas-y. j'ai été coupé, mais en fait, moi personnellement, je suis nul en cybersécurité et pourtant je peux être bon sur la sécurité de Bubble. Parce que c'est pas du tout la même chose. Nous, on fait simplement de l'analyse de mauvaises pratiques de sécurité du no-code, mais pas de vérifier si on peut pirater le serveur, et cetera. On est très loin de ça. C'est presque 2 métiers, ouais, enfin, en fait, il y en a un qui va tester techniquement s'il peut accéder à quelque chose et il y a l'autre qui va juste vérifier si la page est ouverte, quoi, tout simplement. Heu Ok. et du coup, c'est vraiment totalement différent. Ce qui fait que ça demande pas d'être hyper bon en cybersécurité, ça demande même pas d'être, dedans pour être bon en sécurité no code. D'accord. Ça demande quoi? De savoir lire la doc, de travailler sur l'outil? Voilà, exactement, de travailler la doc, de lire toutes les bonnes pratiques, et à la limite peut-être, d'être bon peut-être en API parce qu'effectivement ça joue beaucoup en général avec les API. De connaître un peu comment marche, la la console développeur de Chrome, où on découvre beaucoup de choses et Hmm. d'ailleurs, c'est ce que je recommande à ceux qui ont des problèmes de sécurité sur un nouvel outil qu'ils connaissent pas. Allez simplement dans la console et voyez ce qui est téléchargé sur votre ordinateur, avec un nouvel outil, avant de faire n'importe quoi avec. Heu et effectivement, à la limite, ça, former la personne juste sur ça, je pense que c'est déjà pas mal. Donc effectivement, si tu formes la personne sur les bases, on va dire, de la base de cybersécurité, ça suffit largement, pour, faire de la sécurité de code. Après le reste, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'éditeur. Hmm. Ok. Pour information, donc ceux qui nous écoutent ou ceux qui sont devant leur ordi et qui n'ont jamais utilisé une console, vous faites clic droit sur votre page, ensuite vous faites inspecter l'élément et ensuite vous allez avoir en fait différents onglets qui vont arriver et vous allez dans la partie network et là vous allez voir en fait tous les fichiers qui sont téléchargés sur votre ordinateur et là on peut trouver des très belles choses pour voir si justement c'est des choses qui sont téléchargées ou non. Je vous laisse tester parce que finalement, dans cette console, savoir bien s'en servir, c'est avoir bonne conscience de ce qu'est la sécurité dans un premier temps, même si bien évidemment, c'est pas suffisant. Ok, sur la sécurité, c'est clair. Et je vais terminer sur le dernier point, avant qu'on passe à la suite, sur le dernier point sur ta catchline, en fait, sur votre catchline, qui est maintenable. La maintenabilité, ça englobe quoi la maintenabilité chez NC-Scale? Alors, ça va de la documentation de base, de ton application jusqu'à la passation de l'application. Donc tu as une nouvelle équipe qui arrive, comment tu la formes dessus, et du coup aussi finalement, l'évolution. Est-ce que, elle reste évolutive? Est-ce que, tout est complet dans cette documentation? Et cetera. Donc c'est un mix de pas mal de choses, et pour faire une bonne documentation, on a besoin d'avoir un bon versioning. C'est pour ça qu'on démarre par le versioning et la documentation va être simplement on va dire le bras armé de la doc qui va vraiment prendre le versioning de base et on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses par-dessus pour documenter finalement tout le développement de ton application.
Alors, du coup, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que là, ce que je vois donc sur votre vision, ce que vous avez envie de faire, c'est effectivement tout ce qui est versionning, sécurité, documentation et monitoring. Comment est-ce que vous avez choisi l'ordre par lequel vous allez passer? Parce qu'en vrai, on pourrait commencer par. On a pas mal parlé de sécurité, tu vois. Vous auriez pu dire, ah ben, on démarre par la sécurité Mm. ou même peut-être commencer par la documentation. C'était peut-être le plus simple, presque d'un point Mm. de vue technique, de démarrer sur la doc. Comment vous avez décidé en fait par quoi vous allez passer? Quelles sont les étapes? Alors, en janvier, on a beaucoup interrogé les premiers pro-users de nos codes, quoi. Et on a voulu se focaliser sur quelque chose d'assez simple. En fait, c'est pas du tout simple, mais quelque chose déjà qui apporte assez de valeur et quelque chose qui, à mon avis, pose les bases. Et un truc assez connu aussi dans le monde du développement, c'est la bonne pratique la plus popularisée. Ouais. Donc, le versioning est arrivé assez naturellement. Euh, et pourtant, c'est pas forcément celle qui va apporter le plus de valeur tout de suite à la personne, parce que finalement, c'est plutôt sur le long terme qu'on se rend compte de la valeur, mais il n'y Oui. a pas d'effet immédiat tout de suite. Sauf que dans le cas où tu mets en prod et tu peux tout de suite comparer pour savoir ce qui est en prod ou pas. Mais le versioning, c'est aussi une très bonne manière pour nous de comprendre comment marchent tous les outils no-code et finalement d'ouvrir le capot de chaque outil, quoi, et de pouvoir dire, OK, lui, il fait comme ça, lui, il fait comme ça. Donc, on a aussi beaucoup appris à travers la création de cette fonctionnalité. Euh, donc, on a choisi de faire le versioning en premier pour ce côté vraiment long terme qui va nous permettre après de faire la documentation, etc. Et le deuxième qu'on veut faire, c'est le monitoring, qui pour nous est celui qui apporte le plus de valeur à l'instant T et très rapidement, qui va t'alerter de tous les problèmes que tu as en temps réel sur tous tes outils no-code, peu importe l'outil sur lequel tu es. Et ça, c'est dès que tu as une application en production, c'est le premier truc que tu mets en place. C'est un outil de gestion des logs et d'alerting pour suivre ton application. Alors, pour comprendre, en fait, pour ceux qui ne sont pas techniques, du coup, le monitoring, tu mets quoi dedans? C'est le fait, est-ce que le site il est toujours up, c'est-à-dire il est toujours en ligne ou il est tombé, ou aussi tu rajoutes d'autres éléments? Alors, oui, alors, le monitoring, nous, c'est plutôt. Alors, si t'es tombé, je suis même pas sûr qu'on le fasse au début. Ça, c'est tellement effectivement le truc numéro un, mais effectivement, il va falloir qu'on le fasse. Mais nous, Je c'est pense que surtout. l'éditeur, normalement, t'envoie un mail, hein, je Ouais, je pense pense que aussi. l'éditeur le fait. Mais à la limite, pourquoi pas l'intégrer. Chose qu'on va analyser surtout, nous, c'est l'ensemble des logs de l'application. Et dans ces logs-là, tu Donc, pourras les faire des personnes qui se choix. connectent. Alors, les logs, c'est l'ensemble des traces faites par un utilisateur sur ton application. Donc, les traces, ça peut être quoi? C'est un clic sur un bouton, c'est une connexion, c'est un formulaire qui se remplit, c'est une page qui s'ouvre, une page qui se ferme. Ok. Voilà, c'est vraiment toutes les traces. Et dans ces traces-là, tu retrouves donc des erreurs, tu retrouves des choses qui ne sont pas des erreurs, tu retrouves des parcours de personnes, etc. Et du coup, c'est hyper important lorsque tu développes et lorsque tu veux débugger ou savoir comment fonctionne ton application ou comment les gens l'utilisent, bah, d'avoir accès à ces logs facilement. Ok. Et du coup, ça, c'est la deuxième grosse fonctionnalité qu'on va sortir. C'est celle sur justement le monitoring ou l'alerting, peu importe, qui va te permettre de centraliser l'ensemble de tes logs au même endroit. Ok. Euh, et la troisième fonctionnalité, du coup, c'est la partie sécurité. Parce que c'est un peu notre historique. Du coup, on s'est dit, il ne faut pas qu'on l'oublie celle-ci, même si finalement, c'est pas la plus sexy. Mais une fois qu'on a le versioning, une fois qu'on a le monitoring, on va être hyper puissant pour la sécurité. Parce qu'on peut vraiment voir dans les logs ou voir dans la manière dont est fait l'application toutes les mauvaises pratiques. Et dès qu'il y a une fuite de données ou un accès trop brutal à une donnée, on pourra aussi alerter. Donc la sécurité sera d'autant plus puissante après avoir développé ces deux premières parties. Je vois un chiffre qui est quand même assez incroyable sur le site. C'est 70% des applications que vous scannez ont des. Alors, pareil, je le comprends, mais en anglais, Massive Data Leak Exposure. Mm. En fait, sont très vulnérables au fait de se faire pirater, quoi. Ouais, tout à fait. C'est Euh, énorme. c'est énorme, c'est énorme. Mais en fait, euh, même naturellement, enfin, n'importe qui peut pirater. Enfin, en fait, tu vas très vite vérifier comment fonctionne une app enfin, bon, pardon. Pour ces 70%, c'est sur Bubble, hein. D'accord. Donc, c'est vraiment que pour Bubble. C'est suite à notre plugin de cybersécurité de No Code No Hack. Et effectivement, sur Bubble, c'est tellement facile de faire des failles que on trouve, enfin, que dans ceux qui font des analyses chez nous, on voit très vite des erreurs critiques partout.
Donc, heureusement, ils les corrigent. Heureusement, ils y vont, parce que je suis content d'avoir des gens qui vont tester leur app. Ça prouve que déjà, il y en a qui s'intéressent à ça, parce que c'est pas le cas de tous. Et d'ailleurs, avec les 1 million de nouveaux users qui sont arrivés en un an, je me rends compte que ce qu'on a fait il y a un an, il faut peut-être le recommencer. Parce que il y en a sans doute qui finalement sont totalement encore passés à côté de la sécurité et qui découvrent aujourd'hui des choses comme ça, alors qu'en fait, ça fait depuis un an qu'on est dans la doc de Bubble, qu'on a un outil, quand on tape security dans la marketplace de Bubble, bah, on est le premier. Donc normalement, si tu as envie de parler sécurité, en tout cas, tu peux trouver facilement. Et pourtant, bah, c'est pas le cas. Donc effectivement, je pense que il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire sur ce sujet. Et donc c'est quand même c'est notre troisième features importante qu'on lancera avec NC-Scale. Et après, on en a encore plein d'autres qui vont débarquer, comme la documentation, etc. etc. Et, Finalement, la documentation, vous n'avez pas pensé prioritaire parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a déjà des outils qui sont plutôt assez bien pour documenter, type Gitbook ou même un Notion, en fait, qui font plutôt bien l'affaire. Et c'était pas particulièrement critique, en fait, de se mettre directement dessus. En fait, on aura différents niveaux de documentation. Si ça se trouve, on fera un mini V1 de la doc très simple qui sera collé au versioning, où simplement tu vas pouvoir documenter un peu plus que ce que tu versionnes et ça fera peut-être très très bien le job. Donc on ne sait pas trop comment ça va se faire, mais ça se trouve en 2-3 fonctionnalités en plus, on aura quelque chose pour la documentation qui sera assez solide. Donc ça sera peut-être fait avant, mais voilà, ça va dépendre de l'usage. Encore une fois, là, on est au début et on a hâte de voir les gens l'utiliser, voir comment, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est trop compliqué, voilà. C'est ça qui est intéressant. Je fais une petite comparaison avec GitHub, forcément, sur ce que vous faites. GitHub, il s'inspire en fait de Git, qui est donc un outil de versionning. Et Git, lui, pour le coup, c'est un outil qui est open source. Tu en as un petit peu parlé rapidement tout à l'heure sur la partie open source. Comment vous voyez en fait est-ce qu'il y aura une partie en fait effectivement open source et il y a une partie un peu plus effectivement donc business SaaS. Est-ce que l'open source est aussi quelque chose qui vous intéresse ou pas parce que ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup finalement dans le monde des outils no-code. Pour être un ancien développeur, finalement, moi j'ai toujours développé sur des solutions open source et c'est vrai que du coup c'est un petit peu deux mondes qui sont différents. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ce que vous avez en tête sur l'open source ? Du coup, effectivement, en tout cas, ce qu'on veut donner, en tout cas, ou ce qu'on veut avoir, en tout cas, on est en libre accès, c'est cette structure sur comment tu conçois ton outil no-code. Donc, c'est pour les éditeurs. Et je pense que si on arrive à faire quelque chose de commun à ce niveau-là, ça facilitera complètement la suite sur les problèmes de documentation, les problèmes de fiabilité, les problèmes de sécurité du no-code en général. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on veut essayer de contribuer. J'ai aucune idée encore de la forme, de comment ça va faire ou autre, mais je sens que ça peut être vraiment intéressant. Surtout qu'il y a plein d'outils no-code qui se lancent aujourd'hui. Donc si on peut déjà commencer à donner peut-être quelque chose sur les bonnes manières ou autres, voilà, après que ça soit quelque chose d'open source ou quelque chose de simplement une documentation ouverte ou un livre blanc, j'en sais rien, pourquoi pas. En tout cas, il faut offrir quelque chose comme ça, qu'un retour d'expérience sur tous les outils no-code, tout simplement pour que tout le monde aille à peu près dans la bonne direction, dans la bonne manière de faire. Ok. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que NC-Scale, c'est une extension Chrome. Pourquoi vous avez choisi en fait du coup de faire une extension Chrome? Juste parce que techniquement en fait c'était le plus simple ou c'est plus simple à distribuer après parce qu'il y a une marketplace juste pour savoir en fait le choix que vous avez fait. Ouais, tout à fait. Du coup, en fait, c'est pas du tout qu'une extension Chrome, hein. L'extension Chrome est juste un élément qui nous permet de faire des choses, mais c'est un ensemble d'outils. Donc, c'est un dashboard où tu pilotes l'ensemble de tes outils d'abord, où tu vois l'ensemble de tes logs, où tu vois l'ensemble de tes versions, etc. Et notamment pour faire cela, on a besoin de clés API et notamment une extension Chrome pour aller chercher certaines datas qui sont pas accessibles via les API des éditeurs, tout simplement. Donc c'est en complément pour avoir l'ensemble des choses plus facilement. Ok.
Une question peut-être sur la boîte, ça me fait bien marrer parce que aujourd'hui vous êtes donc vous faites du logiciel no code, mais est-ce que en interne ou alors peut-être même sur cet outil, vous utilisez également des outils no code? Alors du coup, je m'attendais à la question. Donc effectivement, non, donc effectivement pour faire, rapidement une présentation de la boîte, maintenant on est 10 du coup. On est en tout 8 développeurs, plus, moi, plus une autre personne, pour cette boîte-là. Donc effectivement, on est massivement des développeurs. Et on utilise des outils internes, qui sont aussi en no-code, comme, Retool, comme Make. Et effectivement, quand on peut faire quelque chose en no-code, on le fait en no-code. Ok. Donc c'est juste que là, on a un tel problème de volume de données à traiter avec notre outil, qu'on est obligé de le faire avec, des outils hyper avancés. Voilà, donc on Ok. peut pas le faire en no-code, mais effectivement, la première version de notre plugin de sécurité, no-code NOAC était effectivement, entièrement en no-code, sauf le back pour la partie scan. Mais effectivement, on fait beaucoup de parsing, beaucoup de scan, et tout ça nécessite, finalement enfin ça marche pas en no-code. Et comment tu as fait pour intéresser des développeurs à des outils no-code? C'est pas forcément si simple que ça, en fait. Là, je sais pas quand est-ce que les gens regarderont ça. J'imagine quand ça va sortir, donc très prochainement. Il y a peut-être des gens qui vont regarder un peu plus tard et ça semblera assez normal finalement que des développeurs en fait se mettent sur des outils no-code. Mais en règle générale, moi, la plupart des développeurs que j'ai rencontrés, ils veulent développer. Et donc, est-ce que tu as senti une certaine réticence en fait dans le milieu des développeurs no-code, ou tu y vois vraiment, eux, ils y voient un intérêt en fait? Bah, après, quand tu leur dis qu'on veut créer le GitHub, du no-code, c'est assez motivant, quoi. Donc, en fait, Faut en avoir le fait, bon market, en fait, c'est ça que tu voilà, dis. quand tu dis que tu veux créer le Datadog du no-code, ça motive aussi. Quand tu dis que tu veux créer le Snyk du no-code, ça motive. Alors, ces 2 derniers outils que vous connaissez peut-être moins bien, c'est 2 outils effectivement pour les développeurs, pour gérer à la fois les logs et la sécurité, pour le code. Et ben, voilà, donc et ce sont des énormes boîtes. Donc, nous, pour l'instant, on est au début, mais l'ambition, c'est de pouvoir peut-être un jour être, une énorme boîte comme celle-ci, parce que le no-code va être partout. Mais pour moi, il est déjà partout. Et du coup, le besoin en bonne pratique, en qualité de nos codes va être massif. Et s'il y a personne pour résoudre ce problème-là, il y aura un gros problème, parce que plus personne va Ouais. aimer utiliser une boîte no-code, parce que ça sera buggé, ça sera pas fiable, etc. Donc voilà. Et en plus, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore eu assez d'exemples d'outils no-code qu'il fallait refondre encore en no-code. Et du coup, il n'y a pas encore eu cette dette technique no-code. On a encore assez peu d'expérience finalement sur cette dette technique no-code. Mais ça va arriver en fait, parce qu'en fait, on la voit assez vite à petite échelle. Mais imaginez d'un coup, par exemple, je pense à l'aviation là, qui fait son ERP en bubble. Bah, imaginez dans 4 ans, est-ce qu'on va dire qu'il y a une dette technique s'ils n'ont pas appliqué toutes les bonnes pratiques? Bah oui. Et du coup, on va se retrouver dans 4 ans avec ça. Donc on est peut-être un peu en avance encore, mais c'est dès maintenant qu'il faut mettre en place tout ça pour éviter finalement les problèmes. Et voilà. Donc, je me suis perdu dans mon explication, mais voilà. Ok. Euh, tu, tu dis qu'il faut s'y mettre maintenant, et c'est vrai que c'est pas forcément évident et que tout le monde le voit pas. Vous avez levé des fonds. Du coup, bah, il a fallu faire forcément un petit roadshow auprès de VC, d'investisseurs, de business angels. La réalité, c'est que tout le monde encore ne sait pas ce que c'est. Donc déjà, il faut présenter un petit peu ce que c'est que les outils no-code. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent encore que c'est pour faire des MVP. On en parlait un petit peu au début de ce podcast. C'est quoi à peu près les arguments qu'on peut utiliser en fait sur un VC pour lui expliquer en fait en quoi le no-code va justement changer un paquet de choses par la suite d'un point de vue technique pour les entreprises et pour l'accélération digitale? Euh, Déjà, si tu veux lever des fonds, alors tu parles de lever des fonds pour créer un outil no-code ou pour créer un projet qui repose sur du no-code? De manière Franchement, si tu générale. as des réponses sur les deux, moi je suis preneur, hein, mais sinon, Non, mais sinon tu en fais fait, celle qui t'arrange. je pense que la première réponse, c'est euh, si tu dois éduquer ton VC à du no-code, déjà, t'es pas avec le bon VC, quoi. Donc, et surtout, chaque partenaire est différent.
Donc, il faut tomber sur le partenaire qui croit au no-code, qui voit le truc énorme arriver en face et qui dit, bah, OK, il va falloir derrière qu'on équipe tout le monde ou alors qu'on développe d'autres outils no-code, etc. Et du coup, c'est une question de vision hein, donc, convaincre quelqu'un sur ce genre de sujet, tu vas pas y arriver tout seul. Hein. Donc, à la limite, tu peux essayer de lui donner quelques branches ou autres, mais ça va pas être suffisant. Donc, il faut juste tomber sur la bonne personne qui croit au no-code comme toi. Et pour tomber sur la bonne personne, c'est que des mises en relation, de personnes qui se connaissent. Et en fait, il faut rentrer quelque part, peut-être un peu par hasard, où des gens qui viennent vers toi, qui disent tiens, ton projet, il est VC compatible. Et du coup, bah, vas-y, va voir peut-être quelques VC et demande-leur et tu verras bien. Et en fait, dès que tu en accroches un, bah, lui te redirige auprès de 5, etc. Donc, ça fait un peu comme une toile d'araignée. Et, et ça, c'est génial. Donc, il faut, voilà, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas essayer de convaincre, simplement trouver la bonne personne. Donc, plutôt aller chercher les VC qui sont déjà dans le no-code, qui connaissent ça et qui croient au massif marché qui arrive devant nous, quoi. Tu crois que l'investissement est encore un petit peu, enfin le monde de l'investissement est encore un petit peu hermétique aux outils no-code? Il trouve que c'est encore un peu trop jeune finalement. Toi, dans ce que tu as dû faire, tu as rencontré aussi des personnes qui disaient, alors au-delà du fait que ce soit des personnes qui n'aient pas forcément cette thèse d'investissement, mais que ça soit aussi, ils se disent non, c'est beaucoup trop jeune, ça vaut pas le Ouais. coup de parier dessus. Oui, tout à fait, évidemment. Alors, il disait pas ça pour le no-code, il disait peut-être pas, il disait plutôt ça par rapport au sujet sur lequel on était à ce moment-là, etc. Et puis même, effectivement, ils connaissaient pas encore bien le no-code, donc ils ont. En fait, un partenaire, lorsqu'il maîtrise pas son sujet, il va pas pousser bien loin, quoi. Il dit non, mais ça je connais pas. Euh, soit ça m'intéresse et j'y vais à fond, soit non. Mais s'il a pas envie d'y aller, il y va pas. Euh, donc, et puis ils ont déjà tellement d'autres trucs à faire. Surtout maintenant avec le marché qui se retourne un peu, ça va être un peu plus dur pour les Ouais. entrepreneurs. Ça va être un peu. Bon, c'est bien aussi, ça fait un peu du ménage, mais ça va être dur quand même. Avant, l'entrepreneur avait vraiment le choix de son investisseur. Là, ça va un peu se durcir. Et, et du coup, il va falloir réussir à se différencier. Donc, encore une fois, je pense que la meilleure solution, c'est de se différencier. Et le problème, c'est que c'est pas toujours facile. Parfois, c'est simplement que on n'a pas le projet qui se différencie des autres et c'est juste un hasard. Hein. Moi, j'ai fait plein de projets avant qui n'étaient pas du tout différenciants. Là, il se trouve qu'on était les seuls, effectivement, à être sur ce sujet-là dans le no-code. Donc, on n'était pas un énième outil no-code, on était un méta-outil no-code. Et juste ça, bah, ça fait une différenciation qui est massive. Donc, donc après, ça va assez vite. Donc, c'est réussir à se différencier du marché parce que aujourd'hui, les VC reçoivent plein de decks d'outils no-code. Ils en reçoivent des centaines. Il y en a trop, en fait. Et du coup, ils disent non, mais il y a déjà Typeform, il y a déjà Airtable, pourquoi en faire un autre? C'est bon, Ouais. quoi. Donc, il faut réussir à se différencier sur ça. Et c'est jamais facile. Après, pour lever des fonds en no-code, là, pour le coup, ça vaut peut-être ça vaut peut-être le coup de convaincre parce que c'est encore jeune, mais moi, ce que je dirais, c'est, d'ailleurs, je vais sortir un article bientôt là-dessus. Pour moi, c'est Parfait. l'avantage compétitif. C'est ce que je disais au début. Euh, c'est un vrai avantage compétitif et les boîtes qui ont du code, enfin, pardon, les boîtes qui ont de l'argent maintenant, euh, doivent choisir en partie le no-code pour aller plus vite. Et du coup, une boîte qui n'a pas de no-code, ça devient une boîte qui est un peu plus lente que les autres. Et ça, je pense que ça va entrer assez vite dans les mœurs. Et appuyer sur ça, je pense que ça peut bien parler aux VC. Trop bien. Merci pour ces conseils parce que je pense que le monde du VC, effectivement, dans les prochains mois, va être un peu compliqué. Et c'est bien, effectivement, d'avoir ces quelques conseils. Écoute, on est déjà quasiment à 1h15 presque. Il me reste quelques petites questions avant de terminer. C'est quoi les jalons pour NC-Scale, en fait, par la suite? Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont évoluer. Il va falloir beaucoup itérer. Il va falloir peut-être recruter. C'est quoi NC-Scale dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Bah, déjà, notre premier objectif, c'est de sortir ces fameuses 3 fonctionnalités là, le plus vite possible, mais aussi le faire bien. Donc on a envie d'avoir une solide base. Et une fois qu'on a cette solide base, on va pouvoir attaquer le reste et avoir un volume encore plus important.
Mais voilà, en tout cas, c'est sur les 6 prochains mois, c'est que nos 3 fonctionnalités soient vraiment très, très fiables, que tout le monde en soit content, qu'on devienne vraiment au cœur du process de création d'applications et qu'on aide tout simplement à ce que les applications soient plus fiables, soient plus sécurisées, soient mieux documentées, qu'on prenne du plaisir à faire du no-code et qu'on ne soit pas une tâche à faire embêtante. Que ça soit vraiment ça fasse partie du process et que ce soit cool de le faire. Voilà. Et si on arrive à simplifier ça, surtout que je pense que grâce au no-code, on peut vraiment simplifier tout ça, ça va devenir une tâche assez banale de documenter son application, assez banale de faire du versioning. Et si on arrive à faire ça, ça serait génial. Après, je pense que, que ça soit sympa ou pas sympa, la réalité, en fait, c'est que c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Mais de la même manière que quand tu as une voiture et que tu conduis ta voiture, à un moment donné, il faut en prendre soin aussi parce que sinon, en fait, tu peux tomber en panne sur l'autoroute et puis là, du coup, ça va être plus compliqué. Donc, je pense que de la même, quoi que tu construises en fait comme produit, tu es quand même obligé d'en prendre soin. Et finalement, c'est assez marrant parce que la maintenabilité ou la documentation, je trouve que c'est souvent, quand quelqu'un développe un truc, on pense que c'est souvent en fait pour les autres. On le fait pas parce qu'en fait c'est pour les autres et tant que tu es en train de bosser dessus, finalement tu dis bah non mais je comprends ce que je suis en train de faire donc il n'y a pas de problème. En fait la réalité c'est que reviens 2 semaines, 3 semaines, 3 mois après sur ton produit et toi-même tu peux ne plus comprendre ce que tu es en train de faire. Donc en fait c'est pas seulement pour les autres, c'est pour soi-même et finalement documenter c'est une éthique du no-code finalement dans la manière dont on conçoit un produit et c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, la meilleure documentation que j'ai vue en no-code, c'est un développeur, certes, tout seul. Et il s'est fait franchement, c'est la meilleure doc que j'ai jamais vue au monde en no-code et vraiment tout seul. Le gars est tout seul et il dit bah, un jour ça servira. Ou alors, mais même d'ailleurs, il s'en sert tout le temps pour vérifier que dès qu'il change un truc, bah, ça casse pas tout. Donc voilà, c'est. Il l'a fait sur NC-Scale ou sur, Ah ou non, sur non, un autre outil? c'est celui dont je parlais au départ qui exportait toutes ces structures au format texte et, Ah, ok, d'accord. et du coup qui Trop s'est fait bien. un gros dossier avec tout. Voilà. Bon, j'imagine que tu le mettras dans un article, sinon on mettra le lien en fait en commentaire de cette vidéo et de ce podcast. J'ai une petite question pour terminer qui serait peut-être un peu plus générale, mais étant donné que tu es dedans, je pense que tu as des bons conseils à donner. J'aime bien terminer un podcast avec quels sont les conseils en fait, que tu pourrais donner à un product builder pour démarrer et puis ensuite pour continuer à progresser sur ces outils. Parce que finalement, démarrer sur un outil no-code, on a l'impression que c'est assez facile, et c'est vrai que c'est facile, mais mal démarrer, c'est facile. Bien démarrer, c'est peut-être pas si simple que ça. Non, tout à fait. Le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas suivre ce que j'ai fait au tout début, moi, c'est-à-dire de partir dans tous les sens et de me retrouver 2 ans après à prendre une claque sur les problèmes que j'ai eus. Mais 2 ans après, quoi, c'est pas arrivé 3 mois après, c'est arrivé 2 ans après. Donc, en fait, quand on se forme pas, donc le premier conseil, c'est de se former avec des gens de qualité, comme Milan, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'éviter de se prendre des claques 2 ans après. Et moi, j'ai fait cette expérience-là et je me dis: «OK, j'ai vraiment foiré, j'aurais dû me former avant ou mieux lire la documentation» et cetera. Enfin, donc voilà, c'est se former sur les outils parce que c'est des outils hyper puissants et du coup, dès qu'on commence un projet pro avec des données sensibles et cetera, et ben le minimum, c'est de se former. C'est pas aussi facile que ça. Donc voilà, donc c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est surtout si vous allez sur des nouveaux outils qui sont récents, qui n'ont pas encore une grosse communauté ou qui, voilà, enfin même un outil qui a à peine 5 ans, ça reste récent en fait. Et du coup, c'est lire toutes les bonnes pratiques dessus, notamment sur la partie sécurité, la partie performance. C'est en général des mines d'informations pour finalement mieux concevoir son application dès le départ. Euh, et si typiquement vous n'allez pas dans la bonne direction au départ pour soit de la performance ou soit de la sécurité, bah, pour rattraper le coup après, c'est galère quoi. Et c'est pas pour rien que c'est dans la doc. Donc ça pour le coup, c'est en général en plus ils le mettent pas vraiment en avant dans la doc. Hein. C'est un petit truc comme ça. C'est pas ce qui rend le plus sexy l'outil, alors que c'est pourtant extrêmement nécessaire. Ouais. Donc il faut aller un peu fouiller. Donc cette partie de recherche dans les docs, hein, c'est pas évident. Ou alors taper dans les forums, ou simplement peut-être presque poser la question dans le forum. C'est pas mal aussi. En mettant
les créateurs de l'outil en mention pour qu'ils vous répondent eux et ils vous disent où aller chercher l'information, comment la rendre performante et comment la rendre sécurisée. À mon avis, c'est une bonne idée de mettre ça sur le forum. Et la troisième chose, c'est de documenter son application. Tu l'as très bien dit, Mylène, tout à l'heure. Même pour soi-même, c'est hyper utile, finalement. C'est de documenter son application pour que si un jour on veut retourner dessus ou savoir comment on l'a fait ou ajouter quelque chose, de ne pas tout casser. Le fait de l'écrire aussi, ça permet de mieux poser à plat sa structure, son raisonnement, etc. et trouver des solutions parfois beaucoup plus simples. En se disant, parce que quand on l'écrit, on se rend compte parfois qu'on fait un truc absurde et si on l'écrit pas, on le voit pas. Donc ça vaut parfois le coup de l'écrire même pour soi-même. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour ces conseils, Benoît. Merci pour ton temps et tout ce que tu nous as apporté. Je suis assez d'accord, moi aussi. Je suis très pro NC-Scale parce que je pense que vous avez vraiment la bonne approche. Je pense que c'est absolument primordial et qu'on n'en parle pas. On se demande souvent en fait comment construire des choses en no-code alors qu'on devrait plutôt se demander comment bien construire des choses en no-code si on veut que ça reste ou que ça devienne en tout cas quelque chose de vraiment professionnel. Donc merci beaucoup pour ton temps, merci d'être passé dans ce podcast, c'était vraiment un plaisir. Comme je dis à tous les invités, tu reviens quand tu veux et puis je te souhaite à toi et à ton équipe bon courage pour la suite. On a déjà hâte de tester. À très bientôt, Benoît. Très sympa. Merci Mylène, à bientôt. À plus, ciao. Et voilà, c'est déjà fini, on va devoir se quitter ici. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère bien évidemment que tu auras passé un bon moment et surtout que tu auras appris de nouvelles pratiques qui pourront t'aider dans ta carrière et tes projets. Mais avant de partir, si l'univers des outils no-code t'intéresse, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où la discussion continue. Également à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir et surtout à partager ce contenu à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées. Si tu souhaites te former aux outils no-code, rendez-vous directement sur le site d'Uncode School. Si tu souhaites trouver un job ou embaucher un product builder dans ton entreprise, rends-toi directement sur productbuilder.fr où des centaines d'offres d'emploi no-code sont déjà présentes et n'attendent que toi. Tu connais peut-être même ma newsletter No Code Session où j'y parle de l'actualité no-code chaque semaine. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Bref, tu connais la chanson. Tous les liens sont en commentaire de ce podcast. D'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et comme on dit, à ciao, bonsoir.